L'heure des explications a sonné après l'onde de choc provoquée par la sortie du livre Enquête les Fossoyeurs. Les dirigeants d'Orpea, numéro 1 mondial des EHPAD, étaient convoqués ce matin par le gouvernement français. Victor Castanet, le journaliste d'investigation qui a révélé le scandale sur le sort de nos aînés, est notre invité. Bonsoir Victor Castanet. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Votre livre est publié aux éditions Fayard. Avant de vous donner la parole, donc, les dirigeants d'Orpea, ce matin, convoqués par Brigitte Bourguignon, ministre chargée de l'autonomie des personnes âgées. Le nouveau patron, a déclaré que plusieurs de vos accusations étaient infondées. Vous allez bien entendu répondre. Mais d'abord, ce reportage de notre partenaire France 2, il est signé Anaïs Barr. Convoqué pour rendre des comptes. Un petit mot avant cet entretien. Après. Le nouveau PDG d'Orpea, nommé il y a 2 jours, et son directeur général s'apprêtent à se justifier face à la ministre de l'Autonomie. Ils doivent répondre des accusations de maltraitance à l'égard des résidents de leurs EHPAD. Quelques jours seulement, après la publication d'un livre sur ce que l'auteur appelle le système Orpea, accusant l'entreprise de favoriser la rentabilité aux dépens des soins. Pour la ministre, ce rendez-vous n'est qu'un début. 2 inspections de grande ampleur seront lancées. Il y a beaucoup de questions qui se posent, mais c'est tout le groupe que nous allons interroger. Et nous lançons, je vous le dis, une enquête IGAS, qui est un organisme indépendant, et une enquête aussi financière de l'IGF. Donc c'est une première, parce qu'il faut taper fort. À la sortie, le nouveau PDG nie une nouvelle fois ces accusations et affirme même que ces inspections sont les bienvenues. Nous sommes très heureux d'avoir ces inspections et ces contrôles. D'ores et déjà, nous savons que plusieurs accusations sont infondées. J'en ai la preuve. Du côté syndical, on doute encore de la bonne foi de la direction et de la capacité de l'État à contrôler correctement les EHPAD. Le jour où il y a une plainte et que les autorités veulent aller contrôler, généralement, comme ils sont prévenus à l'avance, ils font en sorte de mettre du personnel en nombre suffisant ce jour-là, de changer les gens correctement, de bien les habiller, de les laver, et puis ça passe tout seul. On n'est pas dupes, nous on continue à mettre la pression, et si ça se fait, tant mieux, et on saura le dire à ce moment-là, mais qu'ils fassent leurs preuves, et c'est pas encore fait. La ministre a aussi annoncé des contrôles inopinés partout en France, dans les établissements du groupe Orpea. Victor Castanet, que répondez-vous au patron d'Orpea? Vous venez de l'entendre, qui déclare que certaines des accusations contenues dans ce livre ne sont pas avérées, qu'elles sont fausses. Pour l'instant, si vous voulez, c'est très vague. Ce qu'il dit, il ne cite pas exactement les faits dont il parle. Moi, ce que je peux dire simplement, c'est qu'effectivement, c'est un travail de 3 ans très, très exigeant, avec des témoignages nombreux. Il y a 250 témoins, il y a beaucoup de personnes qui parlent à visage découvert, qui sont prêts à assumer leurs propos en justice. C'est très important. Ils vont me suivre en justice si il y a une plainte. Et il y a d'ailleurs des avocats avec vous. Mais selon vous, est-ce que c'est une gestion de crise maladroite de la part d'Orpea? Est-ce que ce groupe ne prend pas en compte cette libération de la parole qu'on va évoquer des familles, mais au sein même d'Orpea? On vient d'entendre un syndicaliste. Ce qui est certain, c'est qu'ils ne se rendent pas compte effectivement de l'ampleur de l'électrochoc dans l'opinion publique et de la libération de la parole. C'est une certitude. Je reçois, moi, des centaines de mails de familles, mais aussi de membres du personnel soignant et de gens à plus haut niveau qui veulent m'apporter de nouveaux éléments. Et il y a énormément de rédactions en France qui reçoivent, elles aussi, des messages, et également les ministères. Donc je pense que ce qui va se passer dans les prochaines semaines va dépasser tout ce que moi j'avais même imaginé. Il va y avoir des plaintes et de familles et de salariés du groupe. Alors pourquoi dites-vous que dans ces établissements, nos aînés sont maltraités? Je ne formule pas les choses comme ça. Moi, ce que je dis, c'est qu'il y a un système organisé. Ce que j'essaye bien de dire, c'est que moi, je n'attaque pas les collaborateurs du groupe. Je démonte, avec l'appui de témoignages et de documents, un système organisé par la direction générale, qui était un système d'optimisation, de réduction des coûts extrêmement brutal, qui passait à la fois sur des rationnements des produits de santé, des produits d'alimentation, et sur une gestion, une optimisation très forte de la masse salariale, donc du nombre de postes. Et nécessairement, cette politique très brutale de réduction des coûts, elle a eu des incidences au quotidien et sur la qualité de la prise en charge des personnes âgées. Exemple. Et sur les conditions de travail. C'est très simple. Quand vous rationnez, par exemple, c'est un exemple le plus frappant, quand vous rationnez le nombre de protections, ça, j'ai des témoignages, mais par dizaines d'aides-soignantes qui me racontent ça. C'était 3 et pas plus. Quand vous rationnez, effectivement, vous allez avoir des résidents, quand ils ont besoin de plus, on ne les change pas.
On les laisse à ce moment-là. Vous nous dites qu'on rationne, vous dites les protections, on rationne les couches dans les établissements d'Orpea. Ça veut dire que s'il faut 3 couches, on n'en donne pas 3, mais 2 par jour? Exactement. Et peu importe, j'ai envie de dire, le prix de la chambre. Même dans l'établissement qu'on a beaucoup cité, qui est Bord de Seine à Neuilly, mais il y a d'autres établissements de luxe, Orpea, c'est le même système de rationnement. Et moi, j'ai des soignants qui me racontent ça, et j'ai des familles qui me disaient, on payait 7 000, 7 500 € par mois, et à côté, on achetait en plus nous-mêmes des protections pour notre père ou notre mère. C'était un système complètement fou. Et ça, ce rationnement-là, il est étayé. Il y a beaucoup de témoignages qui me le rapportent. Et nécessairement, il crée de la maltraitance. Le matelas aussi, les matelas, on ne les change pas parce qu'on veut faire des gains d'argent, c'est ça? Enfin, ce qui provoque d'ailleurs des pathologies parfois chez certains patients. Ça, moi, je raconte pas ça comme ça dans le livre. Il y a une histoire, effectivement, avec Madame Dorin, où il y a eu un certain nombre de dysfonctionnements. Madame Dorin, c'est une écrivaine française de renom qui était mariée avec Jean Piat. Ouais. Et effectivement, elle était à Bord de Seine, à Neuilly. Elle payait très cher, c'était plus de 7 000 € par mois. Et sa famille me raconte la fin tragique qu'elle a eue. C'est-à-dire, elle est arrivée en octobre et moins de 2 mois et demi plus tard, elle est décédée d'un choc septique suite à une escarre au sacrum. Et cette escarre est liée à un certain nombre de dysfonctionnements liés aux carences en personnel, au fait effectivement qu'on n'ait pas eu un matelas adapté. Ni communiquer d'ailleurs l'état de santé de ça cette c'est aussi dame un point important de ce drame, c'est qu'effectivement, la famille, elle parle de dissimulation. C'est qu'on lui a donné les informations très tard, presque 10 jours après l'alerte, et à la famille et aux médecins traitants. Donc ça, c'est une des nombreuses situations dramatiques qu'on m'a rapportées. Il y en a d'autres, mais toutes trouvent leur origine, non pas dans des actes isolés du personnel soignant, mais dans une politique systémique mise en place par la direction générale et qui, je veux dire, empêche les soignants de pouvoir faire leur travail convenablement. Mais quelle est la preuve que vous avez pour parler de ce système, de ce fonctionnement systémique? Est-ce que ce sont des documents? Est-ce que c'est l'analyse des faits, de ce qu'on vous a raconté, qui fait qu'il n'y a pas l'ombre d'un doute pour vous? C'est-à-dire, j'ai à la fois des documents. Encore une fois, tout ce travail-là, il y a eu 6 mois de réécriture juridique avec des avocats, etc. J'ai à la fois des documents et effectivement des témoignages, mais pas juste, j'ai envie de dire, du personnel soignant qui m'explique ça. Il y a beaucoup de témoignages de gens qui parlent à visage découvert, qui disent on avait l'ordre de ne pas dépasser 3 protections. Donc ça, j'en ai beaucoup des témoignages. Et aussi des gens à plus haut niveau, au siège, au sein du service achat notamment, qui me confirment qu'il y avait ces politiques édictées par la direction générale. Alors les conditions de travail des salariés, vous en parlez, trop peu nombreux, mal payés, manque de moyens, déshumanisation des soins également. Le système Orpea, c'est ce que vous dénoncez et vous dites, et d'ailleurs c'est ce que certains confrères n'ont pas forcément remarqué, vous dites que ce qui frappe, c'est que ce système, il utilise la captation de l'argent public en fait. Comment ça fonctionne? C'est avec les départements, les ARS, les agences régionales de santé? Ça c'est un point très important. Effectivement, Orpea a mis en place un certain nombre de pratiques comptables très discutables par rapport à la gestion de l'argent public. Comment ça se passe? En gros, par exemple, pour les protections. Les protections et les produits de santé sont payés par les agences régionales de santé et les conseils départementaux. Vous recevez une dotation annuelle pour votre résidence, vous utilisez ensuite, puis après vous donnez des factures pour dire que vous avez bien utilisé. Ce qui se passe, par exemple, pour les protections, un établissement va recevoir 10 000 € de dotation pour acheter les couches. À la fin de l'année, il est contrôlé, il donne sa facture de 10 000 €, sauf qu'entre-temps, il a donné l'argent à son fournisseur, les 10 000 €, et le fournisseur va lui reverser, via un autre circuit financier, une partie de cet argent. En l'occurrence, pour les protections, c'est 28%, non pas à l'établissement, mais au siège. Et ça, les inspecteurs que j'ai vus, des conseils départementaux, des ARS, n'étaient pas au courant que 28% n'allaient pas au bénéfice de la résidence, mais au siège. Et ça, pareil, ça a une vraie incidence sur la prise en charge, sur la qualité de la prise en charge, parce que tout l'argent qui aurait dû être utilisé n'a pas été utilisé au bénéfice des personnes âgées. Alors pensez-vous que le gouvernement répond aujourd'hui à la hauteur? On a vu notamment ce matin cette convocation. Et est-ce que l'État peut reprendre la maîtrise de ces établissements? À la hauteur, moi, c'est difficile en tant que journaliste de juger. Ce que je peux vous dire, c'est que mes sources, elles attendaient une réponse forte et vis-à-vis de ce groupe et de manière générale, une vraie réflexion sur la prise en charge de nos aînés. Et que, effectivement, déjà, ça a évolué depuis la semaine dernière. Au début, effectivement, la ministre, Madame Bourguignon, a lancé une enquête dans un seul établissement. Sauf que
Ce livre montre justement à quel point c'est systémique et ça touche tous les établissements. En France ou à l'étranger, parce qu'on rappelle que ce groupe a combien? 350 établissements en France, Ouais, 750 à l'étranger, ça Ouais. fait un tiers de tiers. Exactement. En Belgique, en Suisse notamment, pour citer le monde francophone, mais aussi en Espagne, en Italie. Vous êtes d'ailleurs contacté aujourd'hui par la presse espagnole, italienne, par la presse belge également et suisse. Est-ce que ça se passe pareil ailleurs ou est-ce que c'est une spécificité des dérives qui sont permises par le système propre à la France? Chaque pays a un système de financement public et de contrôle des autorités à chaque fois différent. Donc sur la gestion de l'argent public, moi, les faits que je rapporte sont en France. En revanche, sur la politique d'optimisation des coûts, ça, j'ai des témoignages, notamment de Belgique, qui me rapportent que c'était les mêmes dérives en Belgique et peut-être en Italie et ailleurs. Donc effectivement, je pense que la Belgique a réagi très vite. Hein. La ministre wallonne, très vite, a diligenté 5 enquêtes. Et je pense que ça va se passer dans d'autres pays. Il va y avoir des enquêtes et des contrôles sur les pratiques du groupe. Et alors là, pour finir, oui ou non, est-ce que ce groupe Orpea a profité de la pandémie de Covid-19 pour aller encore plus loin, justement, dans, si ce n'est l'illégalité, en tous les cas, un côté immoral? Alors, immoral ou illégal, je ne peux pas le dire. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un certain nombre de pratiques assez cyniques qui ont été mises en place à ce moment-là. Et ce que me rapportent certaines familles et aussi des élus CGT et FO et CFDT, ils ont un doute sur les chiffres qui ont été communiqués aux autorités. Merci beaucoup Victor Castanel. Les Fossoyeurs, édition Fayard, si vous voulez lire donc ce livre enquête qui marquera donc l'histoire et le regard que l'on a sur les établissements qui accueillent nos aînés. Merci à vous. Merci.